Salut! Bienvenue sur le podcast de À nous deux. La dépression fait partie des maladies invisibles. Elle peut avoir plusieurs formes différentes et être vécue et traitée différemment selon le contexte et la personne. De mon côté, j'ai déjà eu plusieurs épisodes dépressifs. Soit par mal-être, suite à des décès, des traumatismes ou encore un burn-out. Cette maladie, on en parle de plus en plus, mais cela peut être encore un peu flou. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé d'en discuter avec Mathilde. Attention, comme pour chaque épisode, je rappelle que ce podcast n'est pas un lieu avec un discours professionnel. Cela reste nos mots, nos vécus et nos ressentis. Nous ne sommes pas médecins et nos paroles ne peuvent pas être prises pour diagnostic. Si vous avez un doute et que vous avez besoin d'aide, je vous invite à consulter un professionnel de santé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, ça va être un épisode peut-être un petit peu lourd, mais je pense essentiel qu'on puisse parler un petit peu plus et un petit peu plus loin de santé mentale en parlant de la dépression, qui est quand même le gros truc de santé mentale dont il est important de parler. En échangeant sur Instagram avec Mathilde, elle est venue se proposer pour parler de ce sujet-là, et c'est pour ça qu'elle est avec nous aujourd'hui, donc merci Mathilde d'être là sur cet épisode. Je vais directement lancer le sujet de but en blanc. Est-ce qu'avec tes mots, tu pourrais nous définir ce que c'est la dépression ? D'abord, bonjour à tous et merci Pauline de me recevoir pour parler effectivement de ce sujet qui est un sujet tellement d'actualité en ce moment avec effectivement cette fameuse santé mentale dont on entend très régulièrement parler. Alors moi, avec mes mots, comment je définirais la dépression ? On va dire que du côté factuel, la dépression, on va dire que c'est un peu la maladie de l'âme. C'est une maladie invisible. C'est une maladie aussi qu'il faut pas prendre à la légère, qui indique qu'il y a quelque chose qui est un peu cassé en soi, qui se fissure, qui t'empêche d'avancer. Et donc, comme c'est une maladie, ça nécessite aussi une prise en charge. Et ça, je pense qu'on en reparlera plus tard. Et après, d'un côté un peu plus personnel, je dirais que c'est un peu comme un rouleau de vagues qui t'embarque. Et tu sais pas trop quand tu vas pouvoir remonter à la surface. Moi, j'adore la mer, donc j'essaye de rendre la comparaison un peu plus douce avec un univers qui me correspond. Et en fait, quand tu te prends la vague, on va dire en pleine face, une grosse vague, en fait, ça peut mettre ta vie en péril hein, quand tu es dans l'eau. Les dépressions, c'est un peu pareil. C'est un truc, alors bon, qui vient pas des éléments naturels, mais qui est invisible, mais qui, similaire à une grosse vague, en fait, te fait perdre pied, te fait perdre sens à ta vie. Et voire peut mettre ta vie en danger. Donc voilà un petit peu ce que ça représente, enfin les mots pour moi qui me viennent quand on parle de dépression et à la fois du côté factuel et du côté un peu plus perso. Ouais, mais je trouve que ça va être bizarre ce que je veux dire. C'est une belle comparaison. Enfin, en tout cas, c'est bien imagé. On va dire qu'il y a des éléments qui se rapprochent en tout cas entre les deux, tout en laissant le truc un peu plus poétique. Parce qu'au début, quand j'ai eu ta question, j'ai réfléchi à ça et en fait, l'image qui m'est arrivée, c'est alors je sais pas si ça parlera à certains, mais c'est un peu la bête du démon Gorgon comme dans Stranger Things. Genre un truc qui se voit pas, mais qui est horrible et qui dévaste tout. Et après, je me suis dit, mais je vais quand même pas dire ça dans le podcast. Enfin, tu viens de le faire. Ouais, voilà, mais je l'ai dit. Et après, je me suis dit, en fait, ouais, j'aime beaucoup la mer. Et je me suis dit, est-ce que je pourrais pas trouver un truc un peu plus doux, un peu plus poétique quand même, mais qui montre quand même que c'est fort. Ouais, mais ça marche bien parce que souvent, quand on est dans un état dépressif, on se dit qu'on se sent submergé. Donc Ouais, ça va aussi bien, tu vois, avec cette image de la noyade, en fait. C'est exactement ça, ouais. Ouais, totalement. Tu vois aussi, ce qui revient souvent et régulièrement, c'est qu'on peut avoir du mal à faire la différence entre j'ai un coup de moins bien, j'ai un coup de blues et vraiment je suis en état dépressif, je suis malade, quoi. Ouais, c'est ça. La différence va se faire quand et comment, selon toi ? Alors, je pense que selon moi, et d'autant plus parce que j'ai vécu un long épisode dépressif, et donc en fait, pour moi, le coup de blues, ça reste un truc assez léger, assez passager, et même, je vais te dire que j'aime bien le mot, parce que ça me fait penser un peu au jazz, au blues. Donc en fait, c'est l'idée, enfin, quand c'est un coup de blues, selon moi, c'est qu'il y a vraiment une idée de quelque chose quand même que tu peux, t'as toujours une capacité de discernement et d'être capable un peu de maîtriser quand même ce qui se passe.
pour moi, le coup de blues, en fait, c'est un truc qui va te frapper quand même, mais qui est souvent lié à un domaine, un pan précis de ta vie, peut-être le côté pro, perso, etc. Mais ça va pas te ravager comme ce que fait la dépression. Pour revenir sur le coup de blues, je pense qu'en fait, donc, comme tu as toujours cette capacité de discernement et de prendre du recul par rapport à ça, tu peux essayer de mettre en place des choses qui vont t'aider à rebondir facilement. Contrairement à la dépression où là, on revient avec cette image de vague un peu, c'est un truc qui te noie, qui te submerge et du coup, tu as plus du tout cette capacité-là de discernement, de prendre du recul sur tout ce qui se passe. Et puis, contrairement au coup de blues, c'est pas un truc passager en fait. C'est un truc vraiment qui t'englobe dans ta vie en général. Et ouais, tu te perds complètement en fait. T'es l'ombre de toi-même et ouais, contrairement au coup de blues où je pense que quand même tu restes toi, hein. Tu restes quand même ancré. Je pense que vraiment ce paramètre de durée, tu vois, Mm. de cet état où on se sent pas bien, etc. Le coup de blues, ça va être sur une courte durée, voire très courte. Ça peut durer 1 ou quelques jours. Alors que c'est vrai que l'état dépressif, en fait, je pense que c'est un des signes où il faut s'alerter. C'est que ça dure, mais ça dure des Ouais, semaines, des c'est mois ça, parfois, et tu te dis, carrément. ouah, mais Mm, qu'est-ce mm. qui m'arrive en fait? Ouais, Et ça ouais, devient, ouais, comme tu dis, ça devient ingérable, tu sais plus qui t'es l'ombre de toi-même, et tu te dis, mais là, ça dure depuis carrément, 3 semaines, carrément. 3 mois, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et puis, tu as l'impression que le temps, il devient infini, en fait, que une journée, c'est un mois, c'est un an. Et c'est là où quand tu vas bien, quand tu te dis: «Ah mais les journées, elles passent trop vite» et en fait, quand tu vois certains proches qui te disent ça, tu dis: «Mais si ça passe vite, mais nos problèmes, en fait, c'est que tout va bien dans ta vie, en fait». Justement, c'est mieux que tu dises que ça passe trop vite, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'avais jamais vu ça comme ça, mais ouais, carrément. Eh ouais. Mais ça fait effectivement partie des signes qui peuvent, alerter, tu vois, de voir le temps, comme tu dis, s'étirer. En fait, le temps est long, quoi. Et en Ah fait, mais vu je pense aussi que vu que tellement. tu es mal psychologiquement, que bon, on va dire les termes, tu as plus envie d'être là, en fait. Tu as juste plus envie que ni que ton enveloppe corporelle soit là, ni que ton esprit, tu as envie que tout soit effacé. Et du coup, bah, chaque minute, tu as l'impression de la subir. Ouais. Et je pense que ouais, ça fait vraiment partie des signes, alertants par Mmh rapport à mh. ça. Est-ce que toi, tu aurais, d'autres signes, qui peuvent faire dire: Hem, «Attention, peut-être qu'il y a ouais. quelque chose»? Alors, bah, du coup, on a dit qu'effectivement, ça il y a cette idée de, bah, tu es l'ombre de toi-même, tu te reconnais plus. Donc ça, on l'a un peu dit ensemble. Moi, j'avais aussi, cette idée qui te vient de, tu t'isoles, en fait. Tu as envie de rester seule, tu te renfermes un peu sur toi, tu restes un peu opaque au monde extérieur et tu plus trop capable, en fait, de t'intéresser aux autres et justement, quand parfois, bah, aussi bien par le travail que par des sorties que tu avais organisées, finalement, tu dis: «Bon, je peux pas tout le temps, annuler», enfin, parce qu'au début, tu as pas envie d'en parler. Ça devient très énergivore pour toi aussi, des choses qui étaient, on va dire assez banales à faire dans la vie de tous les jours, même, sortir faire tes courses. Bah, en fait, pour toi, ça devient, un supplice, quoi, presque. Tu as vraiment envie de rester chez toi et moi, j'avais une grosse période, un moment où je voulais rester dans le noir. Tu vois? Pas voir la lumière, du jour et tu as l'impression aussi parfois que dormir, ça va résoudre tes problèmes ou de fermer les yeux. En fait, tu te dis: «On sait jamais, peut-être qu'à un moment, je vais me réveiller et je vais me dire que je serai dans un enfin, je serai sortie d'un cauchemar, quoi, ou j'en sais rien, enfin». Donc ouais, tu as cette idée de toujours vouloir, dormir ou rester dans le lit parce que, bah, aussi justement comme on l'a dit, en fait, comme tu perds pied, tu perds sens à et goût à la vie, bah, en fait, tu te dis: «Bah, pourquoi je vais me lever, en fait? J'ai plus du tout de trucs qui me raccrochent, quoi». Bah, il y a aussi, bon, dans l'idée de plus avoir goût à la vie, je il y a aussi malheureusement, bah, quand on commence à avoir, des envies, suicidaires, hein, on va dire, le mot, hein, même s'il est fort, bah, là, c'est sûr que c'est des signaux, d'alerte, on va dire, alerte maximale, quoi, par rapport à ça. Tu as aussi, tout ce qui est la perte de confiance en soi. Moi, j'avais un peu cette impression d'être tout le temps nulle, partout
et du coup, bah, ça t'incite plus à faire des choses, en fait. Tu perds confiance en tout. Ouais, tu te sens en échec tout le temps sur tout ce que tu Voilà, fais, en c'est fait. ça, Et ça peut être sur exactement. des trucs Mais des professionnels, trucs par débiles, exemple, hein? et des trucs Ouais, complètement débiles, genre, je sais même c'est pas ça. cuire des pâtes, tu vois. Exactement. Alors moi, j'avais justement ça, c'est que moi, j'ai une recette de gâteau au yaourt, un truc inratable où tu as pas besoin de verre doseur. C'est tu prends ton pot de yaourt et puis c'est un pot de yaourt, tant de pots de farine, et cetera. Genre le truc, tu ne peux pas le rater. Et moi, un jour, je l'ai raté. Et là, je me suis dit, enfin même mes parents, ils m'ont dit: «Mais Mathilde, mais comment ça se fait en fait ton» et en fait, j'avais pas l'idée, enfin, j'avais l'esprit ailleurs. Et tu as ça aussi dans la dépression, c'est que tu as l'impression de tout le temps cogiter. Enfin, moi, dans ma famille, on dit beaucoup souvent qu'on cogite sur les trucs. En fait, c'est ton esprit, il est ailleurs, en fait. Et il réfléchit à des trucs, tu sais même pas quoi. Mais ouais, ton esprit est ailleurs, en fait. Et tu as aussi plus d'âme, on dirait, plus d'âme humaine, en fait. Tu deviens. Tu deviens un robot. Enfin, je sais pas si toi, tu as Ouais, ressenti ça, mais ouais, tu as c'est l'impression exactement. de faire tout Mm. par automatisme et comme tu dis, sans âme, sans tu as l'impression que tout ce que tu fais n'a plus de valeur, entre guillemets, Ouais, «énergétique», ouais, ouais. émotionnelle. Tu Carrément, fais ouais. les Plus choses de par valeur émotive. automatisme parce qu'il faut les faire, quoi. Exactement, ouais, et je pense qu'un dernier point aussi, c'est, l'appétit qui peut énormément varier, je pense, pendant un épisode dépressif. Moi, je vois que, par exemple, mon cas, ça a été, une perte de poids qui a été, à un moment assez, subite, et qui m'a même conduit dans un épisode, d'anorexie. Je faisais 38 kilos pour, 1,64 m. Donc comment dire que ça commençait à être un peu, problématique. Mais voilà, c'est tout un tas de petits signes. Je dis pas forcément qu'on a tous forcément les mêmes. Il y en a sûrement aussi d'autres. Mais, voilà, ne serait-ce que il y a certains petits signaux sur lesquels il faut être un peu vigilant et qui peuvent, faire penser, à une dépression. Oui et il y a un des signes que moi j'ai vécu et j'ai compris après. Tu sais, tu disais: «On se coupe un peu socialement et cetera». Ouais. Alors moi, Mmh. j'ai vachement eu ça, mais par exemple, j'ai été en état dépressif tout en allant au travail et en étant, la même Pauline que d'habitude, en étant hyper souriante, tu vois? Et donc Ouais. et même avec mon entourage, en fait, Mmh. moi, j'avais D'acc plus rien à l'intérieur de moi. Genre, Ouais. bref, j'étais vide, quoi. Mais bah, je faisais face. Genre vraiment, il y avait la façade à mort de la Pauline, toujours souriante, toujours Mmh mh. rigolote, motivée, motivante, enfin, la même que d'habitude. Et en fait, bah, quand on a diagnostiqué, bon, moi, c'était un burn-out. Quand ça a été diagnostiqué, tu vois, et que je l'ai dit à mon entourage que j'étais en arrêt maladie, tout le monde m'a dit: «Ah bon? Mais Ouais. pourtant, tu rigoles toujours pareil», et en Mmh. fait, à partir du moment aussi où j'ai eu le diagnostic, tu vois, là, le masque, il est tombé. Là, c'était fini. Mmh mh. Je pouvais plus sourire parce que j'étais en mode: Ouais. «Ah ouais, purée, c'est ça, en fait». Enfin, faut que j'arrête de dans un sens, j'avais l'impression de me mentir aussi à moi-même, tu vois? Mmh mh. Et Prétendre d'aller bien, c'est ça mmh. et pas assumer ou pas vouloir le reconnaître. Je sais pas ce que c'était, auprès de l'entourage. Même ma famille, même mes proches, tu vois, ils m'ont dit: «Ah bon? Toi? Mmh. Genre, toi, tu fais une Mmh. dépression?» «Mmh, ouais, Ouais. ouais, ouais, apparemment, ouais». Ouais, ouais, c'est pas évident, en fait, c'est surtout, réussir à bien se connaître et à un moment, être capable de se dire: «Ah mais là, en fait, je je donne l'impression que ça va bien, mais je sens au fond de moi que ça va pas». Mais ça, c'est pas évident aussi et je pense que c'est justement que quand on a vécu un premier épisode dépressif et qu'on a réussi à le soigner correctement, que là, on est capable, parfois quand il y a des petits signaux qui reviennent, de se dire: «Ah, là, ça m'alerte un petit peu, il va falloir que je mette en place des choses pour stopper». Ouais, ouais, mais c'est exactement ça. C'est en fait, tu sais pas que c'est ça. Tu comprends Voilà, à peu près première ce qui fois, se ouais. passe Mmh. et en fait, tu te dis: «Ah ouais, là, je suis en train de tomber bas, 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 ça va pas, en fait». Mmh. Et alors je sais pas si toi, tu avais eu d'autres signes, plus physiques, mais tu parlais de la perte de poids ou de la prise de poids. Moi, j'ai pas eu ça, mais par contre, en fait, mon corps m'a alertée en faisant de l'hypertension et en D'accord, fait, OK. c'est comme ça, tu vois, Ouais, bah, c'est qu'on s'est aussi. dit en fait, mon médecin prend ma tension. Elle me dit: «Ouh là, mais Pauline, ça va pas du tout». Et elle me dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et là, j'ai fondu en larmes. Enfin, genre vraiment, je me suis Mmh. effondrée, en fait. Et à partir de là, bon, bah, a commencé tout le processus et où elle m'a dit: «Non, mais là, ça va pas».
Enfin, et c'est dans votre Ouais. tête que ça va pas. Enfin, dans votre tête. Mmh. Tout est relatif, mais voilà, c'est Maladie là. psychologiquement que ça va pas. Voilà, c'est ça. Donc ouais, Ouais. parfois le corps dit aussi, sonne la Ouais, cloche c'est d'une autre vraiment, manière en disant: «Hey, il serait peut-être temps de t'écouter et en fait, je suis en train de te dire que ça va pas là». ouais, et même aussi, je sais que pour certaines femmes, parfois, tu as l'arrêt des règles aussi. Oui, tout à C'est, fait, tu as raison de le dire. alors moi, bon, comme j'ai perdu énormément de poids, c'était lié aussi, hein, il y a plus d'énergie Mmh. donc voilà, mais je sais que parfois même pour certaines femmes, alors que le poids ne le justifierait pas forcément, tu peux avoir une anémorrhée, en fait. Mmh mh. Oui, c'est vrai, tu as raison de le mentionner. Est-ce que, tu voudrais nous parler de ton expérience sans forcément rentrer dans les détails, hein, mais justement de ton expérience par rapport à ça? Bon, tu nous as expliqué effectivement, bon, la forte perte de poids, mais à quel moment est-ce que, tu as eu ce «déclic» entre guillemets de te dire: «Là, ça va pas et il faut faire quelque chose» et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors après, on va dire que moi, la dépression, je l'ai vécue pendant pas mal d'années, avec, il y a eu en fait, je pense parfois des micro-épisodes dépressifs entre le début de mon adolescence et la fin de mon adolescence, avec, bah, je pense que, déjà j'ai eu une entrée au collège qui était pas évidente, j'ai déménagé, j'ai eu un divorce de mes parents, j'ai eu donc un modèle familial un petit peu, différent, le collège, tu connais personne et cetera. Enfin bon, donc ça, il y a eu une Un premier petit prémisse. truc en fait qui a un premier petit signe qui est arrivé, mais bon, il y a rien eu, il y a pas eu de médicaments, d'antidépresseurs ou de psy, hein, on a laissé passer un peu les choses, et puis, bon, voilà, hein, après c'est enfin, je veux dire, voilà, j'ai vécu ma vie, d'ado, plutôt tranquille. Bon, en seconde, j'ai eu, un petit peu d'harcèlement scolaire, donc ça a fait, ressurgir un petit peu ce truc-là, et puis il faut savoir qu'aussi, en fait, moi, suite justement à mon entrée au collège, et à ce mal-être un petit peu que j'ai eu, je me suis formée une carapace et je me suis beaucoup réfugiée dans le travail. Donc ça a fait un petit peu mon petit cocon de bien-être, et donc voilà, j'étais souvent, dans le travail, très studieuse, très exigeante aussi envers moi-même, et donc ce qui a fait qu'aussi en seconde, parfois j'étais, ouais, alors je sais pas si on me traitait d'intello, mais en tout cas, j'étais un peu dans ma bulle, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, et je pense que pour certains, ils comprenaient pas en fait que j'aime travailler, il y avait peut-être un peu de jalousie aussi, donc voilà. Donc j'ai eu un petit peu ce petit cocon de travail, et en fait, sauf qu'on se dit qu'à un moment, si on se base que sur le travail, quand le travail, ça va plus, bah, en fait, ça s'effondre, et on va dire, les ébauches de peut-être, dépression, de petites choses qui allaient pas, bah, tout ça remonte à la surface, et ça s'est passé en fait, en milieu de ma deuxième année de prépa. Parce que, bah, voilà, hein, comme j'étais une élève brillante, bah, il fallait faire classe prépa, et donc voilà, et donc là, j'ai eu vraiment un premier épisode qui a été qualifié d'épisode dépressif, où là, c'était en fait, moi, j'arrivais plus à travailler, en fait, et ça m'a complètement mis en panique parce que je me suis dit: «Mais mince, comment je vais faire?» Enfin, c'était ma deuxième année de prépa, quelques mois avant les concours, donc là, je me dis: «Mais en fait, ma vie s'effondre, quoi», et donc on a été chez le médecin traitant, le médecin de famille, quoi, qui effectivement m'a dit: «Ah bah oui, ça ressemble à une dépression». Il faut savoir qu'aussi mon papa a connu en fait dans sa vie des épisodes dépressifs, et donc en fait moi j'ai essayé de le cacher, et à un moment en fait, bon bah je pense qu'il y a des petites, enfin voilà, que comme j'arrivais plus du tout à travailler, enfin il a essayé de me faire ressortir des mots par rapport à ça, et là il m'a dit: «Bon écoute, je pense que c'est peut-être un début de dépression». Et donc j'ai commencé, un petit traitement avec des antidépresseurs, mais bon, il faut savoir que le médecin de famille, en fait, bon, il savait pas trop ce qu'il enfin, je pense que les antidépresseurs, il les donnait un petit peu à tout va, et j'ai pas eu vraiment un vrai suivi là-dessus. Mais bon, il faut croire que les antidépresseurs m'ont permis de retrouver un peu de force, d'énergie. J'ai passé les concours, j'ai eu une école. À l'époque, j'habitais à Paris et l'école était à Toulouse. Donc là, je me suis dit: «Ah mais génial, une nouvelle ville, un moyen de fuir entre guillemets ces problèmes, de repartir à zéro», Un nouveau et départ. puis voilà, et puis en fait, bah, pas du tout parce que, bah, Ils étaient effectivement dans la quand valise, les problèmes.
Ouais, voilà, c'est ça, effectivement. Et en fait, quelques mois plus tard, à nouveau la dépression, a refait surface et de façon un peu plus prononcée parce que là, en plus, j'avais pas mes proches auprès de moi. Donc en fait, j'étais un peu toute seule, dans ma bulle et donc c'est là où le mal-être, s'est aussi, matérialisé par le fait que j'ai perdu beaucoup de poids et à un moment où je suis rentrée, chez mes parents, là, mes parents m'ont dit: «Mais là, Mathilde, en fait, tu t'es regardée dans une glace, en fait, enfin ça va plus, quoi». Et puis en plus, c'était l'hiver, je me rappelle quand j'étais rentrée, donc j'avais essayé tant bien que mal de mettre des couches pour pas que ça se voie, mais en fait, je pense que mes joues étaient creusées. Enfin, quand je vois des fois des photos, enfin mes jambes, c'était des allumettes quoi, enfin des brindilles. Enfin, je me dis, bon, donc voilà et donc en fait, j'ai fait un retour express à Paris où mes parents m'ont dit: «Bah, déjà, en fait, par rapport à ton poids, il va peut-être falloir t'hospitaliser ou bien tu te prends en main». Donc à nouveau, des antidépresseurs, avec le fameux médecin de ville, qui suivait pas trop les trucs. Un petit coup chez la diététicienne aussi pour me donner un peu de poudre, pour reprendre un peu de poids et puis j'avais essayé un peu d'aller voir des psys, mais c'était pas très concluant, en fait. Mais donc en fait, donc quand je suis revenue à Paris, j'ai essayé aussi parce qu'en fait, j'étais en pleine phase d'études et donc je pense que ça trottait toujours aussi dans ma tête parce que comme je m'étais construite autour des études, le fait d'avoir, quitté l'école que j'avais à Toulouse, je me disais: «Mais mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie?» Et donc j'ai trouvé une école sur Paris, donc a bien voulu de moi parce que, j'avais toujours eu quand même dans mon école à Toulouse, des super notes donc en fait, ça m'a permis de valider pas mal de choses. Et puis, dans cette école, donc c'était une école d'ingé, je fais quelques mois et là, rebelote, encore, cette dépression qui revient, ouais, l'idée d'être que l'ombre de soi-même, et tout en essayant de prétendre d'aller bien. Et à chaque fois que tu es revenue sur ces épisodes dépressifs, tu ne prenais plus les antidépresseurs? Alors en fait, ça reste assez flou dans ma tête, mais au début, quand j'ai eu mes premiers épisodes dépressifs, en fait, le médecin de ville donc m'avait donné des antidépresseurs, mais moi, il m'avait pas du tout expliqué comment les prendre, en fait, et je pense que dès que ça allait mieux, j'avais arrêté de les prendre. Mais à mon avis, selon moi, il devait me rester parfois une petite boîte, et puis quand ça allait plus trop bien, hop, j'en reprenais, quoi. Enfin, je pense que je faisais peut-être ça. Ouais, j'avoue que là, sur ça, je me souviens plus très bien. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que, à peine un an après avoir, commencé cette nouvelle école à Paris, j'avais, une petite boîte d'anxiolytiques parce que parfois j'avais des crises un peu d'angoisse, par rapport, je pense, à toutes ces idées qui cogitaient un peu dans ma tête et juste pour bien dormir aussi, je pense que voilà, le médecin, il m'avait donné une petite boîte, il m'avait dit: «Voilà, hein, c'est un moment, il faut dormir, tu prends quelques-uns et puis ça va passer tout seul». C'était trop lourd pour moi, en fait, tous ces épisodes-là et de pas voir le bout du tunnel, en fait, de jamais pouvoir ressortir de tout ça. Donc en fait, un soir, j'ai pris beaucoup d'anxiolytiques. Mais c'était pas forcément pour mettre fin à mes jours, c'était juste, en fait, un gros signal d'alerte pour dire: «Bah, là, en fait, je vais vraiment pas bien du tout et j'ai envie de trouver des gens qui m'aident, en fait». Et donc suite à ça, j'ai eu une première hospitalisation en établissement psychiatrique et là, en fait, le diagnostic a été assez étonnant. Ils m'ont diagnostiquée bipolaire. Donc j'ai eu des médicaments qui étaient pas du tout adaptés, alors ils savaient, hein, que j'avais eu une dépression, mais ils disaient: «Ouais, mais il y a aussi des troubles bipolaires, donc il faut des médicaments, pour traiter ça». Et sauf qu'en fait, ça a pas du tout marché et j'avais, des périodes très enjouées, heu, qui étaient un peu incontrôlables et ouais, c'est super bizarre, en fait. Et donc en fait, la première hospitalisation a pas du tout marché. En parallèle, en fait, on a déménagé dans un autre département, j'ai changé de médecin et j'ai ma médecin traitant qui est toujours la mienne actuellement, qui est juste, formidable et qui en fait, suite à cette première hospitalisation où en fait, elle a vu que ça avait pas bien marché, ça avait pas été trop concluant parce que sur le tas, je lui ai un petit peu expliqué ce que j'avais eu. J'ai replongé et là, en fait, elle a dit à mes parents: «Il faut l'hospitaliser, mais autre part, dans un établissement, vraiment,
psychiatrique et peut-être plus hard entre guillemets en termes d'hospitalisation. Et effectivement, ça a été plus hard pour moi. J'ai eu une première semaine presque entre guillemets à l'isolement où tu es sur un étage avec des gens qui enfin tu sors pas quasiment pas de la journée, tu es en blouse, enfin tout le monde est enfin ça fait un peu style prison le truc. Oui, on Mais dirait Arkham dans Batman. ouais, non, mais ça fait un électrochoc aussi, je peux te dire. Et là, en fait, j'ai vraiment été super bien prise en main par un psychiatre, par une psy aussi. Et là, on a pu vraiment, alors bon, au cours de l'hospitalisation, bon, on te bourre de médoc et puis je pense qu'ils essayent de te retaper. Je me rappelle que tu avais des petits ateliers, loisirs créatifs, trucs comme ça, enfin, pour essayer de te sortir de ça. Il y avait aussi une salle de sport, donc le psychiatre m'avait dit, écoutez, faudrait voilà, reprendre une pratique sportive aussi, etc. Et sortie de cette hospitalisation, donc qui a duré, je pense, un peu moins d'un mois. Alors, j'étais à l'isolement la première semaine et puis après, on m'a descendu d'un étage, entre guillemets. Je suis arrivée au rez-de-chaussée où là, j'avais le droit de me balader dans le parc, etc. Mais enfin, bon, c'est quand même un truc, hein. Et post-hospitalisation, là, j'ai vraiment eu un super bon suivi par le psychiatre qui m'avait vue à l'hôpital et par une psy aussi géniale qui m'a fait faire de l'EMDR. Alors, je sais pas si tu connais. Alors, moi, je connais, mais si tu veux l'expliquer, ça pourrait être bien. Donc, l'EMDR, alors je vais dire que je vais l'expliquer d'un point de vue patiente, que ça sera pas forcément les termes très scientifiques, mais en fait, c'est une technique qui se base déjà sur un petit peu toutes les sources de problèmes pour toi par rapport justement à ce que tu as pu vivre dans ta vie. Et l'idée, c'est de retravailler sur ces événements-là pour te les faire accepter, pour aussi prendre du recul par rapport à tout ça et que ça t'affecte beaucoup moins. Et cette technique, en fait, elle se base sur le mouvement des yeux. Alors oui, juste pour dire EMDR. Alors, EMDR, c'est le nom en anglais, mais en français, c'est intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Le Je mot l'avais noté, français. hein, je l'ai pas sorti de ma Ouais, tête comme ça. ouais, non, non. Donc à la fois, hein, ça reste quand même une séance de psy, hein, donc on parle un peu, on fait ressortir ce qui va pas et ce qu'il faut faire ressortir, mais aussi voilà pour travailler vraiment sur la source du problème et la faire ressortir pour que ça soit plus un poids pour nous, mais qu'on puisse vivre avec. Ça se base justement sur cette technique de mouvement oculaire. Et c'est un truc qui est assez révolutionnaire. Enfin, c'est grâce à cette psy-là que j'ai pu réellement m'en sortir. Alors toi, effectivement, tu connais ça, donc je sais pas trop quel est ton retour aussi là-dessus. Alors, je l'ai pas fait, j'ai jamais fait de séance de D'accord. MDR, mais ma psy en proposait. Mais j'ai des personnes dans mon entourage qui en ont fait. Je sais que ça a très bien fonctionné sur eux, et moi, en fait, j'ai pas voulu parce que ça me faisait peur. Parce que Ok. de ce qu'on m'avait dit, alors bien sûr, ce n'est pas mon expérience, mais Ouais. tu me diras si c'est le cas ou pas, faut être prêt, quoi. Émotionnellement, apparemment, ça tabasse un petit peu. Ok, alors après, je pense que ça Et ça dépend dépend. toujours hein, de ce que les gens ont vécu, mais j'avoue que moi, en fait, c'est même pas une pratique qu'on m'a proposé de faire, c'est juste que ma psy, elle faisait ça, et puis Ok. peut-être que elle a jugé aussi que par rapport à tout ce que j'avais vécu, bah, c'était peut-être nécessaire pour elle. Et moi, j'avoue, émotionnellement, ça me va super bien, Ok. parce qu'en fait, c'est vrai que ça t'amène à étudier un petit peu ton âme. Et moi, j'aime beaucoup les images. Je suis très fleur aussi dans ma vie. Et du coup, en fait, le MDR, ça a amené plein de fleurs dans mon corps, dans mon esprit, en revoyant justement des images qui étaient parfois pas évidentes pour moi et et qui étaient source de cette dépression qui était bien gravée en moi depuis pas mal d'années. Est-ce que tu as fait d'autres pratiques? Donc là, on a parlé, il y avait les médicaments, il y a eu psychologue, psychiatre Ouais, peut-être. ouais, c'est ça. Le Et MDR, est-ce que tu as fait d'autres pratiques? Je pense par exemple, alors moi j'ai jamais fait, mais l'acupuncture, l'hypnose, la kinésithérapie aussi. pas du tout. Non, j'avoue que moi, je suis restée très psy. Je sais qu'aussi, à un moment, quand je suis revenue sur Paris, en fait, avant de
retrouvé une deuxième école d'ingénieur, j'ai eu 6 mois un peu de battement, où j'ai fait un service civique et en fait, entre-temps, j'ai essayé, bah, justement de comprendre par moi-même, ce qui allait pas chez moi et j'ai fait une thérapie comportementale. Mais bon, du coup, c'est une thérapie, donc c'est des thérapeutes, donc c'est pas des gens qui sont forcément, reconnus, par la médecine et bon, ça m'a amené à faire, tout un tas de lectures sur, la psychologie positive, toutes ces choses-là. Mais en soi, ça m'a pas apporté enfin, ça m'a pas aidé à résoudre mes problèmes, hein, en tant que tel. Mais non, pas d'acupuncture, pas de j'avoue que ça, justement, c'est peut-être des trucs qui me font peur. Toi, c'est le MDR, moi, j'avoue que, ouais, ces trucs-là, enfin, je les vois dans les films ou les documentaires, mais ça me parle pas du tout. Mmh. Non, mais Ouais, après, je je pense pense que l'important, c'est d'aller vers ce qui nous appelle et ce qui, justement, peut nous carrément. rassurer et tester. Ouais, Et c'est ouais, comme ouais. les psys, en fait. Bah, c'est rare de trouver un psy qui nous convient du premier coup. Ça, c'est sûr. Donc Moi voilà, si aussi. vous sentez que la sophrologie, c'est quelque chose qui pourrait vous aider, vous plaire, bah allez-y. Enfin, faut Oui, tester. alors Faut aller vers ouais, ce qui peut faire du bien, en fait. ouais, carrément. Après, justement, alors par contre, la sophrologie, j'ai essayé un petit peu et c'est vrai que ça, par contre, ça m'a beaucoup aidée pour, alors pas forcément, résoudre mes problèmes, mais au moins ce dont on parlait un petit peu au niveau des signes que tu as, quand tu es en état dépressif et notamment de cogiter tout le temps. La sophrologie, moi, ça me donnait un état de détente, mais fou et en fait, pendant 1 heure, Heu, j'étais vraiment le cerveau, il était en off, quoi et c'était ma au moins ma petite bulle de détente pour, je sais pas, T'élever un peu de tout sur le 1 heure, bazar. ouais, m'élever de tout ça et même encore, maintenant, j'ai gardé des petits enregistrements, parce que j'avais fait quelques mois de sophrologie, bah, conseillés par, ma médecin traitant actuelle qui m'a un peu libérée en me trouvant cet hôpital, psychiatrique qui m'a vraiment aidée et ouais, j'ai toujours les enregistrements et parfois, quand dans ma vie, j'ai, j'ai la tête à enfin, voilà, une vie à 100 à l'heure et tout, des fois je me dis: «Oh, ça me ferait du bien, me poser, de faire un petit, me prendre ce petit enregistrement de sophrologie» et là, je sais que je pars, je plane et ça me fait trop du bien, en fait. Ouais, c'est cool que t'aies trouvé ça, justement pour Ouais. mettre le bouton off un peu, tu sais. Ouais, 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 carrément. Mais ouais, pour revenir à toutes les pratiques aussi, je pense qu'effectivement, comme tu disais, ça dépend de chacun et peut-être aussi, si on est quelqu'un qui a une aisance à parler ou qui est en tout cas enclin à parler, effectivement, les psys, ça peut être quand même, une bonne solution, mais toujours est-il que voilà, il faut trouver le bon psy, accepter que, bah, parfois, tu vas raconter ton histoire 3, 4 fois avant de trouver quelqu'un de bien. Mais peut-être qu'effectivement, s'il y a des gens qui pensent qu'ils vont plus pouvoir, se soigner, de façon un petit peu plus physique, bah, voilà, pourquoi pas aller vers des méthodes un peu alternatives. Ouais, ouais, tout à fait. Mais après, je pense quand même que c'est toujours bien de au moins en discuter avec son médecin traitant parce C'est que sûr. si Ah oui, lui oui, ces choses-là, préconise, parce qu'il y a des états dépressifs qui potentiellement peuvent, se passer sans médication, mais il y en a d'autres où je pense que la médication est quasiment obligatoire. Donc mmh mh. au moins parler à un professionnel de santé, je dis pas que les thérapeutes n'en sont pas, mais ils sont pas reconnus. Mais voilà, au moins votre médecin traitant, que déjà il puisse être au courant de la situation dans votre suivi médical et qu'il puisse vous conseiller, savoir ce qui vaudrait mieux ou ne pas faire. C'est Ça ouais, me semble quand même important de le rappeler que le médecin traitant, on va dire que c'est la base pour voir la carrément. suite, quoi. Ah bah, moi, en tout cas, enfin, ce qui m'a permis, en tout cas, d'aller mieux après, c'est vraiment ça a été initié par ma médecin traitant et ouais, je pense que sans elle, bah, j'aurais peut-être mis beaucoup plus d'années à m'en sortir, quoi donc ouais, aussi faire confiance à son médecin et pas hésiter effectivement à en parler. Comme tu le dis si bien, je pense que le premier professionnel de santé à qui il faut en parler, c'est vraiment à son médecin traitant, quoi. Et je voulais, revenir sur, l'entourage. Donc Mmh. durant, tous ces différents épisodes que tu as pu, malheureusement connaître, comment ça s'est passé avec ton entourage, proche, ta famille, tes amis? Comment est-ce qu'ils ont été là? Est-ce qu'ils ont réussi à comprendre? Est-ce que parfois
il y a eu des incompréhensions parce que, comme on le disait au tout début de l'épisode, c'est une maladie invisible, donc parfois c'est très compliqué pour les autres de comprendre ce qui se passe. Moi, je donne un exemple, mais quand j'étais dans mon état dépressif, mon conjoint a été génial, mais il y a des moments où il était dans l'incompréhension de ce que j'étais, de ce que je vivais, parce que il comprenait pas, mais même moi, je ne comprenais pas. Et parfois, il venait me voir en me disant, qu'est-ce qu'il te faut? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire? Etc. Alors bon, 9 fois sur 10, je lui disais, je sais pas. Mais voilà, j'ai eu la chance dans ces moments-là d'être bien entourée, que ce soit voilà, par mon conjoint, ma famille, mes amis. Mais parfois, il y a un peu cette incompréhension. Je sais pas si tu l'as déjà vécu, mais ce truc de ouais, t'as pas la jambe cassée, tu vois, ça se voit pas en fait. Ouais, et puis aussi, je pense que, enfin, en tout cas, moi, quand j'ai les premières phases où la dépression était assez présente, on n'en parlait pas autant aussi. Donc, en fait, en tout cas, pour rebondir sur là-dessus, moi, j'avais plutôt parfois aussi une honte d'en parler ou une peur d'en parler parce que justement, l'idée d'être un peu incomprise. On n'en parlait pas autant il y a quelques années encore, donc ouais. Enfin, moi en tout cas, mes amis à l'époque, j'avais pas énormément d'amis et j'en ai très peu parlé parce que ouais, j'osais pas en parler, j'avais peur de pas être comprise et juste j'avais pas envie de montrer cette face-là en fait de moi. Et sinon par rapport à ma famille proche, alors moi j'étais pas en couple quand j'ai vécu cette dépression, mais donc je vivais avec mes parents. Enfin, mes parents sont séparés, mais ils s'entendent très bien, donc voilà, c'était par alternance. Et j'ai une sœur cadette aussi. Alors mon papa, comme je l'ai dit précédemment, en fait, lui, il a déjà vécu des épisodes dépressifs dans sa vie. Et en fait, c'est lui qui a été un peu le premier à voir un petit peu que la dépression se profilait. On va dire ça comme ça. Je pense qu'il a été assez... Enfin, lui, il a tout de suite compris, du coup. Mais en parallèle, je pense qu'il a toujours été assez angoissé parce que lui, il avait vécu ces choses-là. La dépression, c'est quelque chose qu'il connaissait. Il savait que ça avait un effet presque un peu destructeur. Et je pense qu'il se sentait... Enfin, il avait hâte que j'en sorte, en fait, je pense. Surtout que lui, je pense que bon, ça peut-être que psychologiquement, ça a jamais été, soigné, à la perfection. Donc je pense que c'était peut-être ça aussi. Et en fait, lui, il a toujours essayé de faire son maximum, pour m'inciter à faire des choses. Voilà, comme je disais, moi, à un moment, je voulais rester dans le noir, enfermée, rester dans mon lit. Et il me disait: «Allez Mathilde, on fait ci, on fait ça» et cetera. Parce qu'en fait, lui, il avait réussi à sortir de sa dépression en faisant des choses. Ma maman, elle a aussi beaucoup été là, mais d'une autre façon. Ma maman, elle est toujours très optimiste et positive sur les choses. Et donc, en fait, elle, enfin, je pense qu'elle était aussi angoissée, hein, comme mon papa, mais probablement qu'elle le montrait un peu moins. Mais voilà, elle a toujours essayé en fait de m'emmener dans son monde. Elle adore la musique, le théâtre, le cinéma. Et donc, c'était un peu son moyen à elle de, ouais, de me sortir un petit peu de cette zone d'ombre, tu vois. Et ma maman aussi, elle a, elle m'a toujours beaucoup soutenue dans mes choix, même si, voilà, que ce soit dans des démarches de reprise d'études ou de projets perso, elle a toujours été ouais, à me soutenir et à me dire, bah attends, si tu veux qu'à un moment je t'accompagne. Moi, du coup, comme j'ai vécu mes épisodes dépressifs pendant mes études, j'ai eu parfois des moments où j'ai dû avorter un peu mes études. Puis j'ai eu parfois l'impression d'être dans des phases d'échec parce que comme j'étais en dépression, j'arrivais pas à me mettre autant que je le voulais dans mes études. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que moi, ce qui me correspondait, c'était de devenir prof. Et en fait, je me rappellerai toujours que ma maman, elle est venue avec moi dans une fac à Paris pour justement que je candidate pour le master pour devenir prof, le master MEF. Et elle m'a dit: «Allez, je viens avec toi». Alors, non pas comme un enfant qu'on prend par la main, hein, mais c'est juste, je pense que j'avais besoin de ce petit truc-là et que quelqu'un me dise: «Bah, allez, je viens avec toi, viens, on va déposer ton dossier». Et en fait, c'est passé. Elle t'a Et je me donné l'élan, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et je me dis: «Mais si elle avait pas été là pour me dire,
«Allez viens, on le fait», bah, peut-être qu'en fait j'aurais jamais candidaté, enfin je sais pas ou peut-être que je me serais, moins convaincue que c'était ma voie en fait. Donc voilà, donc ça c'est par rapport à ma maman et ma sœur cadette, donc on a 3 ans d'écart. Elle, c'est vrai qu'elle était une toute jeune ado, quand moi j'ai eu, enfin toute jeune ado, fin d'adolescence quand moi j'ai eu mes épisodes, dépressifs. Elle a toujours été très présente pour moi. Enfin, je pense qu'elle savait pas trop quoi faire. Elle vivait sa vie un petit peu d'ado, mais au fond, en fait, ça l'affectait, en fait. Elle a toujours été très discrète, mais tu vois, j'en ai reparlé avec elle, là, il y a quelques semaines. Voilà, pendant mes hospitalisations, elle essayait quand elle pouvait de me rendre visite, mais elle me disait, bah, c'est très fort la phrase qu'elle a eue, elle m'a dit, «Tu es un modèle pour moi». Et même rien que de le dire, enfin, ça me donne beaucoup d'émotions parce qu'en fait, elle a vu tout ce que j'ai traversé, de son regard d'ado, jeune adulte et de petite sœur aussi et elle voit la personne que je suis devenue maintenant et en fait, c'est fort ce qu'elle m'a dit Désolée, et ça me touche de fou ce que tu dis. ouais, ouais, non, mais enfin, même moi, hein, je retiens mes larmes, hein et quand elle me l'a dit aussi, j'étais là: «Bon, il faut que je fasse, la grande sœur forte et tout», mais ouais, je savais pas trop quoi dire, en fait, mais c'est une phrase super forte, pour moi et même, pour finir, le petit épisode un peu touchant, c'est que, il y a quelques années, parce qu'entre-temps, j'ai trouvé l'amour, je me suis installée avec mon copain et tout et il y a quelques années, on a fait Noël ensemble. Ma sœur, elle m'a offert un marron d'un châtaignier, quoi et au début, je vois le truc, alors et puis il y avait un petit mot derrière et tout et donc au début, je comprenais pas trop et en fait, ce mot disait: «Bah, tu sais Mathilde, ce marron, je l'ai ramassé lors de ta deuxième hospitalisation» et en fait, j'ai essayé de pas pleurer, hein, en l'expliquant et elle me disait: «En fait, ce marron, je l'ai gardé et je voulais te le donner, au moment où j'étais sûre que tu allais bien, en fait, que c'est bon, maintenant que tout était, derrière toi». C'est adorable, Ouais c'est trop et en beau. fait, je me dis: «Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait offert» et je le garde bien précieusement, surtout que moi j'ai plein de petits carnets dans lesquels, j'écris des petites choses, et je le garde en fait. C'est super précieux pour moi Tu et c'est m'étonnes. très fort aussi parce que comme je te disais, en fait, ma sœur, elle a toujours été quand même très discrète par rapport à mes épisodes dépressifs et puis je pense qu'aussi mes parents, voulaient qu'elle puisse vivre, aussi une adolescence, comme toutes les adolescentes de son âge, en fait, que ça l'impacte pas trop. Comme en plus nous, dans notre famille, on a du mal, souvent à parler de nos sentiments, mais bon, on se soigne avec tout ce qu'on a vécu. Ça a été très fort, en fait, quand elle me l'a donné. C'est bien, c'est beau. Ouais. Ouais, Non, mais ouais. en tout cas, je suis contente que tu aies eu ce soutien, que ça soit de la part de Ouais. ton père qui sait par quoi tu es passée, même si, voilà, vous avez pas forcément eu les mêmes moyens pour en sortir, Mmh. au moins il était aussi dans la compréhension et dans l'aide, en fait. Ta mère qui, de ce que je comprends, était très présente de par sa personne et de par, son optimisme pour justement te faire sortir, de tout ça et ta Ouais. sœur qui avait son admiration, en fait, pour toi et qui, je pense, en tout cas j'espère, a pu un peu te redonner confiance aussi en te disant bah si je suis quelqu'un et il y a quelqu'un qui compte sur moi entre guillemets, tu vois. Après ça peut aussi Mmh. mettre un peu de pression. Ouais, non, ça va en fait, je l'ai pas, trop enfin je le ressens pas trop comme ça et surtout qu'à mesure des années qui passent, en fait, avec ma sœur, on est de plus en plus complices et parfois même c'est moi qui, la prends sous mes ailes, lui fais un peu, la théorie, la philosophie de la vie par rapport à tout ce que j'ai appris, tu vois? Et des fois elle me dit: «Ah non, mais ça me fait vraiment du bien ce que tu me dis» et là je me dis: «Ah, c'est cool!» C'est bien. Ouais, ouais, Ça ouais. aura au moins servi à ça. Ouais, mais effectivement, ouais, pour revenir un petit peu après à ma famille, au sens plus large, en fait, moi, j'en parlais pas du tout et puis il y a certains proches de ma famille que je vois pas trop, que bon, j'évitais d'en parler pour aussi, pas tracasser les gens, en Mmh. fait. Avec ça, tu as pas envie qu'ils ils s'angoissent, pour toi, en fait et ouais et par rapport à mes amis, c'est vrai que j'en ai quasiment pas parlé. Il y en a quelques-uns qui étaient venus me voir quand même lors de ma première hospitalisation mais ma première hospitalisation, en vrai, c'était l'hôpital,
palace le truc, hein, donc en fait, tu l'impression que tu rendais visite à quelqu'un qui s'était cassé une jambe, quoi. Enfin, il y avait pas cette atmosphère, psychiatrique. Mais maintenant, j'en parle, de plus en plus, mais par, petites touches. Par petites touches et elle en parle en podcast. Ouais, voilà et là, du coup, c'est vraiment, mettre la note finale à tout ça. Mmh. Mais je sais pas si tu es d'accord pour que je dise ça. Si tu n'es pas d'accord, je le couperai au montage. Mais en off, avant qu'on commence l'épisode, tu as dit un truc super joli en disant que tu allais avoir 30 ans et que de faire l'épisode aussi pour toi, c'était de clôturer cette vingtaine avec ces états dépressifs et de te dire, bah voilà, maintenant j'aurais tout dit et on peut passer sur la trentaine plus sereinement. Ouais, non, non, mais totalement, hein et on peut le dire, et moi je suis super contente d'avoir pris conscience de ça parce que souvent, 30 ans, tu te dis, «Bon, ah ouais quand même 30 ans, après c'est 40 et puis 30 ans c'est, voilà les gens qui commencent» alors j'essaye de me détacher, hein, de tout ça, mais il faut le dire quand même. Ah oui, alors tu te maries, tu vas avoir des enfants et cetera et puis même toi, au fond de toi, en fait, des fois quand tu es petite, à 10 ans, tu te dis: «À 30 ans, j'aurai une maison, des enfants», enfin si tu veux des enfants et cetera, enfin bon bref quoi et ouais et j'ai eu du mal quand j'ai eu 29 ans, ça m'a fait un petit coup de blues, du coup, en me disant: «Ah ouais là, dans 1 an, c'est les 30 ans et tout» et en fait et bah, prendre conscience de ça, me dire: «Bah, tous ces épisodes dépressifs, bon ça reste en moi, hein, c'est une cicatrice gravée en moi», ça c'est sûr, une cicatrice invisible, hein, comme j'ai dit. Mais ouais, de se dire, là, à 30 ans, on se dit que entre guillemets «tout est possible» et surtout que la dépression maintenant je la connais. C'est je dirais, entre guillemets «ma meilleure ennemie», tu sais? C'est quelque chose que tu sais la dompter, tu sais quand elle revient et l'idée c'est maintenant d'être capable quand tu vois le moindre petit symptôme, le moindre petit, élément déclencheur de dire: «OK, là je sais que potentiellement elle revient. Moi je mets tout en place, elle m'aura pas cette fois». Là, c'est très bien dit et justement, ça me permet un petit peu de rebondir sur les éléments qui ont été le plus aidants pour toi, pour t'en sortir, en fait? Alors bon, il y avait la partie médicaments, il y a eu le partie soutien, mais est-ce qu'il y a eu d'autres, choses, d'autres «tips» entre guillemets, que tu pourrais partager sur qu'est-ce qui t'a aidé à t'en sortir? Et aussi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'aide à ne pas retomber dedans quand justement tu sens, tu que ça commence à gratter et que c'est là? En fait, d'un point de vue général, un peu par rapport à tous les épisodes dépressifs que j'ai connus, moi, c'est vrai que par rapport à tout ce qu'on a dit, donc le soutien, le suivi un peu par, des bons professionnels, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Après, c'est vrai qu'en fait, par rapport au suivi psychologique que j'ai eu, ça m'a aussi incité à faire un petit peu une introspection sur moi et aussi apprendre à mieux me connaître et en fait, bah, je me suis permise de faire plein de petites choses auxquelles j'avais pas forcément réfléchi et qui m'ont permis de mieux me connaître, de mieux me construire sur des bases vraiment solides et plus uniquement, moi j'avais évoqué que pendant toute ma période un peu d'ado, je me suis construite uniquement sur le travail et vraiment, j'ai réussi à me construire sur d'autres domaines aussi, qui font que maintenant je suis beaucoup plus équilibrée et je pense que c'est ça qui déjà m'aide à ne pas retomber dans ce truc-là. Je sais aussi, j'ai compris quelque chose, c'est que la dépression aussi, elle était dans un certain sens aussi parfois enclenchée, par une forte exigence que j'ai de moi-même, qui est pas évidente, hein, c'est pas évident de se détacher de tout ça quand pendant une quinzaine d'années, tu t'es construit là-dessus. Mais j'essaye d'être moins exigeante avec moi-même, plus dans la bienveillance, vraiment d'avoir confiance en ça et de se dire: «Mieux vaut en faire moins, mais de ne pas retomber là-dedans» et après c'est une habitude à prendre, hein et puis après, ça va, hein, tout se passe bien, hein. Faut changer le fonctionnement. Ouais, voilà, exactement. Mettre en place de nouvelles habitudes, et je pense qu'aussi le cerveau, là-dedans, il joue un rôle, super important et en fait, le cerveau, c'est comme un muscle, quand tu fais moi, je pratique pas mal de course à pied, bah, en fait, la course à pied, tu cours pas un marathon comme ça du jour au lendemain. Tu t'entraînes pas mal de temps avant. Restructurer aussi ton cerveau et lui donner des bonnes habitudes pour pas retomber là-dedans, bah, c'est tout un entraînement aussi. Ouais, c'est clair, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, je vais peut-être dire des bêtises, mais il me semble que quand tu es en état dépressif, ton cerveau aussi sécrète certaines choses qui font que tu es aussi mal
Et donc, faut réussir à renverser la vapeur, en fait, et à lui redonner de meilleures choses, entre guillemets, pour qu'il arrête aussi. Parce que c'est ton cerveau qui te trompe en disant que tout va mal, quoi. Ouais. Et il faut réussir à renverser la vapeur. Et c'est en ça aussi que parfois, je dis bien parfois, les médicaments aident à ce qu'il arrête de penser comme ça et de laisser la place aux bonnes choses, on va dire, aux ondes positives, de remonter et de remettre ça en marche, en fait. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il me semble que Non, j'avais déjà entendu ça. moi, en tout cas, je sais que j'avais lu quelque part que une pensée négative est compensée par 3 pensées positives. J'ai lu Donc la même déjà, chose. voilà, on voit l'idée. Et moi, je sais que c'est un truc que je fais encore dans ma vie de tous les jours, hein. Quand un moment dans ma journée, il se passe un truc pas cool, j'essaye de me dire, OK, pense à 3 belles choses. Des fois, il en faut 5. Mais le truc, en fait, il passe, quoi. J'ai appris aussi à relativiser par rapport à pas mal de choses, prendre du recul. J'ai eu aussi, par ma psy, en fait, un tableau aussi d'études un petit peu des émotions et justement dans des situations où potentiellement, ça pourrait, créer, un mal-être, essayer d'analyser la situation en termes de sentiments, d'émotions. Quelles sont les choses que je peux mettre en place, pour justement que ça aille mieux? Ouais, Voilà, ça a l'air d'être bien ce tableau. peut-être parce que moi, ça m'a vraiment énormément aidée aussi, et comme on disait, hein, c'est voilà, c'est vraiment un entraînement du cerveau aussi par rapport à plein de petites choses, qui vont t'aider à aller mieux dans ta vie et en fait, au global, bah, tout ça, ça fait que voilà, tu retrouves un équilibre, en fait. Et je trouve aussi que ce qui est important de dire, c'est que enfin, quand on commence à s'en sortir, c'est pas une courbe croissante. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ça va aller et le lendemain, bah, ça va mal aller, voire même très mal. Mais en fait, ce qui se passe, en tout cas, c'était mon expérience, c'est que j'avais des jours bien et j'avais des jours vraiment juste après très très mauvais, mais ça durait vachement moins longtemps. Et en fait, après, les jours où ça allait bien duraient de plus en plus longtemps. J'avais un jour qui allait mal pour 4 jours qui allaient bien et un jour. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai eu au début, en fait, j'avais très peu de moments bien par rapport aux moments moins bien. Et que bah, petit à petit, ça s'est inversé, mais qu'il faut accepter que pendant la guérison de la dépression, bah, on va retomber, en fait. Mais Ouais, pour faut être mieux remonter patient. derrière. Faut être vraiment Mmh. patient, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est pas évident. Mais oui, c'est très juste, hein, ce que tu dis et moi, effectivement, quand vraiment, j'ai été bien soignée, suite à ma deuxième hospitalisation, bah, ça m'a fait un petit peu, ce que tu expliquais. Et du coup, je crois qu'on digresse un petit peu sur la question, mais je crois que tu disais par rapport aux choses aussi qui peuvent t'aider à pas retomber, enfin, ou Oui, que si tu as des tips, par exemple. et moi, j'avais aussi, je pense le truc super important, c'est de communiquer, en fait et de pas hésiter quand ça va mal et que ce soit un coup de blues ou vraiment qu'effectivement ça soit, un début de dépression, d'en parler. Alors soit en parler à un professionnel de santé ou bien en parler à un proche, à quelqu'un dont on sait qu'on a la confiance, mais qu'aussi qu'on aura la compréhension, la bienveillance, pas l'idée de pitié ou de choses comme ça et pourquoi pas quelqu'un qui va t'aider à retrouver, pied, en fait et je sais que moi, bah, notamment, là, cette année, j'ai eu à la rentrée, une rentrée où je me suis mis, bah, trop d'objectifs, donc voilà, trop exigeante avec moi-même et j'ai eu quelques jours où j'ai eu l'impression de retomber dans une phase de dépression. Et en fait, j'ai appelé mon papa et ma sœur et en fait, ils ont eu des mots et ça m'a permis de rebondir, en fait. Vraiment, si j'ai un truc à dire, c'est il faut communiquer, en fait. Et justement, c'est aussi en communiquant que les gens vont peut-être te dire: «Ah bah là, je pense que ça serait quand même bien que tu ailles voir ton médecin traitant, que tu en parles, que, ou tu as peut-être quelqu'un qui va que tu dont tu avais l'ignorance, mais qui va te dire: «Ah bah moi, en fait, je consulte un psy, pour une raison X ou Y. Ah bah, je trouve qu'il est super bien, franchement, bah, peut-être que ça pourrait marcher pour toi, enfin et puis délier un peu les langues là-dessus. Enfin, on de plus en plus, hein, mais je pense que ça reste encore, une honte ou quelque chose qu'on cache pour certains. Moi, j'ai des amis avec lesquels, je parle, très librement de dépression ou du fait d'aller voir un psy parce que eux ils y vont aussi, mais tu en as d'autres, chez lesquels, enfin, ils sont un peu plus, enfin, ça fait bizarre pour eux, quoi. Enfin, tu consultes quelqu'un, enfin, bon, Parfois, c'est j'ai ouais, c'est l'impression qu'il y a une question d'ego là-dessus. Je sais ouais, pas ce que t'en sûrement penses, aussi. mais je trouve qu'il y a un peu d'ego Ouais. et même encore beaucoup moins.
beaucoup moins, mais il y a encore des personnes qui se disent « Bah, je vais pas aller voir un psy, je suis pas fou, je suis pas folle. » Ouais, ouais, sûrement. Alors ça doit être peut-être aussi la génération un peu avant nous, et là, effectivement, ouais, je pense, ou même peut-être notre génération aussi, hein, j'en sais rien, J'imagine qu'il y mais en a, mais je ouais, vous assure, on n'est pas fou, on n'est pas folle. ouais, non, non, et puis Au surtout, en contraire. fait, se dire que, par exemple, je sais pas, tu as une entorse, tu vas voir le kiné. La dépression, on a dit, c'est une maladie, tu as un truc de cassé un peu en toi et bah, tu as des personnels, des professionnels qui existent et en fait, bah, faut pas avoir honte d'aller vers eux, en fait, et moi, souvent, c'est ce que je dis à des amis qui, parfois vont pas très bien. Je leur dis: «Mais en fait, hésite pas, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça, donc vas-y, quoi, saute le pas». Et pour clôturer l'épisode, je voulais justement qu'on voit ensemble comment pousser quelqu'un à aller demander de l'aide. Mais je pense que tu l'as déjà très bien résumé. En fait, c'est en communiquant avec cette personne et déjà lui dire, j'ai l'impression que ça va pas. Être dans la compréhension aussi, pas dans le jugement. Et effectivement, proposer à la personne son aide, son accompagnement aussi, de dire si tu as besoin, je t'accompagne. Ou tiens, je te donne le numéro, appelle, tu vois. Sans non plus trop mettre de pression. Après, tout dépend aussi de l'état de gravité, mais ce que je trouve que c'est dur aussi quand on met la pression à une personne qui commence à pas être bien, lui mettre la pression en disant si, non mais là, vas-y, ça Mmh. peut aussi faire l'effet inverse en disant non, laisse-moi tranquille, tu vois. C'est toute une question d'équilibre, Oui, mais effectivement, pour rebondir là-dessus, je pense que pour donner un mot, ça serait la bienveillance, en fait, et je pense que la bienveillance, on devrait nous l'apprendre, dès la toute petite école, quoi, dès la maternelle, et je pense que si on était éduqués un petit peu, avec cette bienveillance-là, cette idée de prendre soin les uns des autres et cetera, ça aiderait peut-être aussi à guérir, certains maux. je suis assez d'accord et je trouve que c'est un très bon mot de la fin. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, ouais, ouais, ça me plaît. Mais en tout cas, merci beaucoup Mathilde. Et je le rappelle encore une fois, je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode, on n'est pas médecin. On était ici pour partager notre vécu, partager nos ressentis sur ce sujet. Donc, à prendre avec des pincettes aussi ce que l'on dit. Ça reste un témoignage. Si vous sentez que vous n'allez pas bien ou qu'une personne de votre entourage ne va pas bien, accompagnez-la, accompagnez-vous pour aller voir votre médecin traitant et en discuter. Eh ben, merci pour tout et effectivement pour, peut-être un petit mot de la fin, c'est voilà, prenez soin de vous et prenez soin des gens, qui vous sont chers, en fait. Merci beaucoup Mathilde. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur deux.